présentation de la soirée sur le terrain de tennis, un cinéphilo, un exercice peut-être nouveau pour certains d'entre vous, mais très intéressant. Je rappelle que le Festival du film francophone, il y a 2 mois, avait, dans sa section thématique, consacré un atelier à 8 films sur la question du genre, des films des années 80, des films d'aujourd'hui, sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur la notion de genre, sur la masculinité toxique, et qui comparait l'évolution des représentations sur une trentaine d'années. Là, l'exercice n'est pas exactement le même, mais il s'inscrit, je pense, dans cette logique, avec des extraits de films qui vont être commentés par Alexandre Lacroix, dont on connaît la capacité à expliquer avec clarté, appuyé sur une très solide connaissance philosophique, les thèmes qui sont les sujets de notre festival de philosophie. Donc je te laisse la parole, Alexandre. Merci, bonsoir à tous. Alors n'hésitez pas éventuellement à vous rapprocher. L'exercice du cinéphilo est un peu différent des exercices précédents ou des exercices de conférence, au sens où ce que je vous propose, c'est un échange. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une sorte de cours ou d'allocution suivie de questions, mais vous proposez de réagir à des séquences de films. Et plus les réactions seront nombreuses, plus les questions que vous poserez sont nombreuses, plus ce sera intéressant en fait, et plus ce sera vivant. Donc cette dernière séquence du festival, c'est une lourde responsabilité que de conclure un festival, mais cette dernière séquence va permettre de s'interroger sur les métamorphoses du féminin et du masculin. Il y a une anecdote que j'aime bien. Un jour, François Mauriac, donc romancier, se voit présenter dans un salon littéraire un jeune homme et lui dit « Alors, qu'est-ce que vous faites, jeune homme, dans la vie ?» J'écris un roman, je prépare un roman. Et François Mauriac lui dit « Ah oui, je vois un roman, l'histoire de la dame et du monsieur. » Ce qu'il veut lui dire par là, avec ironie, c'est que le sujet des comédies de Molière, le sujet d'innombrables livres, le sujet de Daphnis et Chloé, des romans latins, le sujet un peu éternel de la littérature, c'est tout simplement l'amour. Ce sont ces couples qui se cherchent. Et on peut avoir l'impression, un peu naïvement, que c'est un sujet éternel au sens où les rôles masculins, féminins, hommes-femmes seraient inscrits profondément dans nos gènes, dans nos corps, seraient en quelque sorte naturels et seraient atemporels. Ce qu'on va voir, je pense, de manière très évidente avec ce cinéphilo, c'est que en parcourant des années 60 à nos jours, quelques films, quelques moments de l'histoire du cinéma, on va s'apercevoir que les rapports hommes-femmes sont en évolution très rapide. C'est peut-être un sentiment que vous avez déjà pu avoir lors des différentes conférences. On a parlé de MeToo, on a parlé de multiples métamorphoses du masculin et du féminin. Mais là, vous allez voir, image à l'appui, je dirais, pas seulement dans le monde des idées, que certaines de ces séquences de films, et je pense particulièrement aux 2 premières, ne pourraient pas être tournées de manière complètement équivalente aujourd'hui sans éveiller une forme de protestation ou de colère. Et donc, sans aller plus loin dans l'avant-propos, je vous propose cette première séquence. On est en 1962, donc avant la libération sexuelle, avant 1968. Vivre sa vie de Jean-Luc Godard. Certains ont déjà vu le film. Je vous donnerai quelques éléments sur l'intrigue et les personnages, mais je le ferai après coup. Je me contente simplement de vous dire que Anna Karina, l'égérie de Jean-Luc Godard, se retrouve ici dans un café où elle va discuter avec quelqu'un qui n'est pas présenté à l'image, mais qui est Brice Parrain, et qui est un philosophe, mais aussi le secrétaire personnel, l'assistant de Gaston Gallimard, l'assistant historique des éditions Gallimard, un homme de lettres, auteur d'un livre qui s'appelle Petite métaphysique de la parole. Donc c'est une séquence intéressante et originale où on voit un philosophe intervenir dans une fiction cinématographique. Voilà, je lance la séquence et puis je vous laisserai réagir après. Vous m'offrez un verre? Si vous voulez. Vous venez souvent ici? Non, quelquefois. Aujourd'hui, c'est par hasard. Pourquoi vous lisez? C'est mon métier. C'est drôle. Tout à coup, je ne sais pas quoi dire. Ça m'arrive très souvent.
Je sais ce que ça veut dire. Je réfléchis avant de le dire pour savoir si c'est bien ça qu'il faut dire. Mais au moment de le dire, pif, je ne suis plus capable de le dire. Oui, évidemment. Écoutez, vous avez lu Les Trois Mousquetaires? Non, mais j'ai vu le film. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a là-bas Porthos. D'ailleurs, c'est pas dans Les Trois Mousquetaires, c'est dans 20 ans après. Porthos, le grand, le fort, un peu bête. Il n'a jamais pensé de sa vie. Vous comprenez? Alors, une fois, il faut qu'il mette une bombe dans un souterrain pour la faire éclater. Il le fait, il place sa bombe, il allume la mèche, puis il se sauve naturellement. Et en courant, tout d'un coup, il se met à penser. Il pense à quoi? Il se demande comment il est possible qu'il puisse mettre un pied devant l'autre. Ça vous est arrivé aussi, sans doute, hein? Alors il s'arrête de courir, de marcher, il ne peut plus avancer. Tout explose, le souterrain lui tombe dessus, il le retient avec ses épaules, il est assez fort, mais finalement, au bout d'un jour, 2 jours, je sais pas, il est écrasé, il meurt. En somme, la première fois qu'il a pensé, il en est mort. Pourquoi vous me racontez des histoires comme ça? Comme ça, un peu pour parler. Et pourquoi est-ce qu'il faut toujours parler? Moi, je trouve que très souvent, on devrait se taire, vivre en silence. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette interaction homme-femme, de la manière dont il lui parle de la parole et dont elle répond, si on peut dire? Encore une fois, l'idée est d'avoir des réactions, des interactions. Donc, n'hésitez pas à prendre le micro. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler, que c'est prévu. Ou... Ah oui, je vois quelqu'un qui... Alors, attendez. Je vais venir s'il n'y a pas de micro qui circule. J'arrive. Merci. J'ai l'impression que la femme parle d'une façon authentique. Elle dit ce qui lui passe par la tête, un peu comme moi là. C'est-à-dire qu'elle lui dit, voilà, je ne sais pas trop ce que je veux vous dire, mais je veux vous parler, je veux vous regarder. Et lui, il se met à être assez philosophe, analyste. Et voilà, j'ai l'impression qu'elle se sent un peu insultée seule à la fin. Elle se sent un peu insultée, effectivement. Lui, il lui fait un cours. Clairement, il lui fait la leçon. Il agit envers elle quasiment comme un professeur. Mais il y a une sorte de divergence ou de contrariété autour de la question de la parole. Est-ce qu'il y a d'autres réactions là-dessus? Est-ce que ça vous fait vous poser des questions? On a parlé hier de la difficulté que les femmes avaient souvent, et c'est sociologiquement mesuré, pour prendre la parole en public. Cette espèce d'inhibition, le fait que ce ne soit pas naturel. Alors ici, dans la séquence, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, c'est elle qui l'aborde. Elle lui dit « Vous m'offrez un verre ». Mais déjà, en lui posant cette question, elle se met un peu dans une position de soumission ou de suggestion. Et puis après, elle lui dit « Mais pourquoi vous lisez ?» Et là, il se joue quelque chose dans ce « pourquoi vous lisez ». L'homme est du côté des livres, la femme a l'air d'être ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce déséquilibre dans le maniement du langage entre eux? N'hésitez pas à intervenir. Sinon, je vais poursuivre un petit peu. Il y a un mot qui a été prononcé lors de l'une des conférences à laquelle j'ai insisté, c'est le mot de le néologisme formé par Derrida, le phallogocentrisme. Qu'est-ce que c'est que ce néologisme un petit peu bizarre? C'est un néologisme qui est formé sur le phallocentrisme, c'est-à-dire l'idée que le porteur du phallus, autrement dit l'homme, est mis au centre de la société, est mis au pouvoir, dirige l'exécutif,
possède le capital, a le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire, a le pouvoir de diriger les armées. Donc ça, c'est le phallocentrisme. On voit bien ce que c'est. Et le logocentrisme, c'est l'idée que le pouvoir s'exerce à travers la parole ou que la parole est mise au centre. Celui qui a la parole est celui qui règne en quelque sorte. C'est la parole qui est mise au centre. Tout ce qui ne passe pas par le logos ou le bon usage du langage et de la logique est en quelque sorte disqualifié. Tout ce qui est affect, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est peu formulé ou informulé tombe du côté d'une espèce de disqualification. Alors le phallogocentrisme, qu'est-ce que c'est dans l'esprit de Derrida et pourquoi il invente ce néologisme? Pour dire qu'il y a en quelque sorte collusion entre le pouvoir du langage et la domination masculine. L'homme ou le porteur du phallus dans une société traditionnelle est celui qui va parler, qui va être détenteur du langage. Et maintenant, vous voyez bien, Brice Parrain, je ne sais pas si vous vous souvenez, il lui raconte une petite anecdote. On ne sait pas très bien pourquoi. Il lui parle d'un livre, il convoque un personnage, Porthos, un personnage d'Alexandre Dumas. Et il est en train de lui dire quelque chose. Vous avez dit, madame, elles se sont insultées. Il est en train de lui dire quelque chose. Vous vous souvenez de ce qu'il lui dit à propos de Porthos? Pourquoi il convoque cette anecdote? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ça m'a un peu heurté, où il dit à un moment que Porthos, ce mousquetaire, n'a jamais pensé et que pour la première fois, il va penser. Qu'est-ce qu'il lui dit à elle à ça? Qu'elle ne pense jamais, mais il y a déjà une phrase intéressante, c'est qu'elle lui dit « Vous avez lu Les Trois Mousquetaires ?» Oui. C'est un livre assez facile, enfin long mais facile. Et elle dit « Non, mais j'ai vu le film. » Donc il y a déjà une dégradation. Elle n'a pas accès au langage, elle a accès en revanche à l'image. Exactement. Il lui raconte une anecdote où il lui dit « Écoutez, non seulement vous ne parlez pas, mais je vais vous montrer avec un exemple littéraire que penser pour vous, ça pourrait être très dangereux. » Elle lui dit très gentiment « Est-ce que ce ne serait pas mieux de se taire ?» Mais ce qu'elle veut lui dire par là, c'est « Est-ce que ce ne serait pas mieux d'éprouver le moment présent, d'éprouver notre lien, d'éprouver notre relation ?» Elle le ramène à du sensible et lui, il lui dit « Ah, mais vous faites très bien de ne pas penser, ça pourrait vous tuer. » Alors, on est en 1962, un petit peu d'histoire. En 1962, la femme en France a encore le statut d'une mineure qui lui a été donné par le Code Napoléon. Ça ne cessera qu'en 1965. Pourquoi elle a le statut d'une mineure? Parce qu'elle ne peut pas exercer un travail et elle ne peut pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation d'un homme qui peut être son père ou son mari. En 62, c'est pas si loin pourtant, mais on a peine à imaginer cette situation. Donc la femme est en situation de minorité. L'accès des femmes à l'éducation, parce que le phallogocentrisme, on a l'impression que Derrida veut faire des mots en quelque sorte, mais l'accès des femmes à l'éducation n'est pas si récent que ça. C'est-à-dire que l'accès des femmes à l'université, la première femme qui entre à l'université en France est 1868. L'accès de l'agrégation, l'accès des femmes à l'agrégation, et encore seulement pour enseigner dans des écoles de filles, c'est 1883. Et la première femme professeure en Sorbonne, c'est 1947. Donc vous voyez que le phallogocentrisme, c'est pas seulement un jeu de mots. Ça désigne bien le fait que l'accès au langage, l'accès aux livres, l'accès à la connaissance et à la capacité du coup de prendre la parole est quelque chose qui a été longtemps très difficile, voire tout simplement interdit. Donc on est en 1962. Avant l'émancipation ou l'accès des femmes au statut de majeur. Alors je ne sais pas ce qu'il en est en Grèce, mais j'imagine que les évolutions législatives ont suivi, peut-être un peu en avance sur certains points ou un peu en retard sur d'autres. Encore un point là-dessus sur cette première séquence. Vous vous souvenez de ce qu'il raconte sur Porthos? Il se met à penser, ça va le tuer. Je ne voudrais pas faire du symbolisme psychanalytique de base, mais il se trouve où le Porthos dans cette image, dans cette séquence? Vous vous souvenez? Dans un tunnel. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette affaire? Je ne sais pas, le ventre maternel, non? Alors, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent commenter cette image, ce moment? Freud n'était pas complètement à l'aise avec le symbolisme attaché à la psychanalyse, parce que ça ne vient pas de lui, en fait. Ça vient de l'un de ses disciples qui s'appelait Stekel.
L'idée que quand vous rêvez par exemple d'un vase ou d'un chapeau creux, ça pourrait évoquer un utérus ou un vagin ou ce genre de choses. L'idée qu'un fouet ou un objet qui s'allonge pourrait évoquer un pénis. C'est souvent que l'idée qu'un serpent dans un rêve évoque un pénis par exemple. Souvent pour se moquer de la psychanalyse, on cite ça. Ça vient plutôt de Stekel que de Freud, qui est réticent du point de vue de la méthode et qui l'accepte un peu comme ça du bout des lèvres, on va dire, dans l'interprétation des rêves. L'hypothèse de Stekel. Mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser que le pauvre Porthos, au moment où il a voulu penser, il a été happé par le sexe de sa mère. Quelque chose comme ça. Il est resté enfermé dans cet élément féminin. Il a été comme ça, en quelque sorte, bloqué là. Et il n'a pas pu avoir accès au logos. Bon, alors c'était la première séquence. Et ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas un cinéaste réactionnaire, c'est un cinéaste d'avant-garde. Il s'agit de Jean-Luc Godard. Donc on peut imaginer l'état de la société en 62 pour que ce film paraisse pour une aimable fiction sur l'émancipation. Séquence suivante. Vous allez voir que là, on a complètement changé d'univers. Et je pense, si vous n'avez pas vu ce film, que vous allez être un peu surpris par la séquence. Donc je vous en dis rien, je vous laisse découvrir. On est après 1968, on est après la libération sexuelle. Il y a eu un bouleversement très important dans les rôles masculins et féminins. Et voilà. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Putain de nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour toucher une cloche pareille? Ah oui, mais moi je t'aime. On le sait, t'arrêtes pas de me le seriner, change de disque. Annonce-moi des bonnes nouvelles au lieu de tout le temps me parler de ton amour. Moi, ce que je voudrais, c'est prendre un bain dans une baignoire. Tu sais ce que c'est une baignoire? Quelque chose de creux avec des robinets. Et quand tu ouvres les robinets, il y a quelque chose qui coule. De l'eau chaude. Et puis, il y a un autre truc que j'aimerais bien faire aussi. C'est changer de linge. Au moins une fois dans ma vie. J'en ai plein le cul de ressembler à une serpillière. Moi je te trouve très belle. Ta gueule, tu me fais chier à tout le temps me trouver belle. On dirait que plus je pue, plus tu m'aimes. Plus c'est la merde, plus tu deviens romantique. Je parie qu'en ce moment, t'as qu'une idée en tête, c'est m'inviter à danser. C'est vrai. J'aimerais bien. Pauvre malade. Mais qu'est-ce que t'as dans les yeux? On est en train de se noyer, tu t'en aperçois même pas. On est en train de crever la bouche ouverte. Et lui, à quoi il pense, danser? Imbécile. Et tu crois quand même pas que je vais danser avec un mec comme toi? T'es nul, inexistant. Tout ce que tu sais faire, c'est me dévorer du regard avec tes yeux de cocker. Je tiendrais pas à l'idée de te casser le cul 5 minutes pour nous sortir de notre mouscaille. T'as rien dans le ventre, hein, pas de couilles. Moi, j'en ai ras-le-bol de te trimballer dans mon sillage comme une malédiction ambulante. Ça y est, t'as terminé? T'es sûr que t'as rien oublié? J'ai pas envie de terminer clodo sur une grille de métro avec une bouteille de Kiravi pour lutter contre le froid. Et toi qui trouveras encore le moyen de me dire que je suis belle. Faut que tu te tires, Antoine, puisque tu sers à rien. Je préfère encore me démerder toute seule. Casse-toi, fous le camp, j'ai pas besoin d'un incapable dans mes jambes. Tu portes la poisse, tu fous le bourdon, termine ta limonade et débile. Tu veux la fermer ou bien fermer une autre? Une brique, ça te suffit? Combien il faut casquer pour que tu la boucles? Qu'est-ce que c'est que ce mec? D'où il sort? Tu sais qui c'est, la fille que tu viens de frapper, là? Pas envie de faire sa connaissance, elle a une trop grande gueule. C'est ma femme. Elle a le droit de me parler comme elle a envie de me parler. Elle est sacrée. C'est un couteau qui a jamais servi, ça? Je pourrais parfaitement l'inaugurer. Bouge pas. Je vais te faciliter le travail. Ça évitera de te doper mes fringues avec du sang de voyou. Vise en dessous de la ligne de flottaison, sinon le bateau écoule pas. Profites-en, l'équipage est bourré. C'est un souvenir de tôle. Tu as déjà été en tôle? Allez, range ton canif et assieds-toi. Fais pas ta rancunière. Je m'appelle Bob. Et j'ai un principe dans la vie, c'est qu'un homme doit savoir se faire respecter. D'ailleurs, regarde là. Bon. Alors, des réactions à cette séquence? Allô? Ça va.
Ben, c'est triste aussi. Je ne sais pas si c'est aussi triste que la scène précédente. En effet, on a inversé le rapport des forces. Mais j'ai l'impression que la femme, à la fin, elle est traitée comme une prostituée. Enfin, elle parle, elle se plaint. Donc, elle, de son côté, elle ne peut pas changer sa vie. Il demande toujours à son mari de la changer pour elle. Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une inversion du rapport de force, au sens où celle qui parle, c'est la femme, et lui, il subit ce qu'elle a à lui dire, d'accord ? Seulement, elle se prend une claque, comme quasiment, qui lui est administrée, donc c'est de la violence conjugale de base. Alors, ça vient certes pas de son mari. Et qu'est-ce qu'on peut penser de cette séquence ? Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Oui. Alors moi, j'ai pensé à deux choses. La première, c'est déjà, elle est moche. Donc non, mais c'est ce qui ressortirait en fait comme un premier ressenti, c'est que oh là là, une femme ne peut pas être comme ça, c'est horrible. Donc même s'il y a cette espèce d'inversement de rapport de force, chez une femme, c'est moche. Donc, je crois que c'est ce qui sort. Je dis pas ça personnellement. Je dis que c'est... Ah, laideur morale, pas laideur physique. C'est-à-dire, c'est moche la manière dont elle parle, dont elle se conduit. Non. C'est-à-dire que ce qu'on voit comme public, c'est oh là là, une femme qui parle comme ça ne devrait pas être normal. Donc, on a ce ressenti-là. Et ensuite, il y a une normalisation de la gifle. Donc, c'est considéré complètement OK, surtout venant d'un alpha male, en fait, parce que ces deux-là, c'est... donc, de l'autre, on ne s'attendrait pas. Donc, en fait, pour moi, on dit encore une fois... c'est un peu comme... excusez-moi, je suis un peu fatiguée, donc je... mais c'est un peu comme dire que l'homme alpha peut toujours continuer à avoir ce comportement-là, en fait, finalement. Alors, les acteurs, c'est Miu Miu et Michel Blanc au début. Ah oui, il y a un autre commentaire, alors je le prends aussitôt. Juste entre le début et la fin de la scène, c'est un bon exemple, je trouve, assez court entre un homme et une femme qui parlent de leur relation et un homme qui essaie de se positionner par rapport à sa partenaire, et ça devient très vite en fait une discussion entre deux hommes sur leur masculinité et leurs insécurités respectives. Et voilà, c'est intéressant le changement entre le premier et le dernier plan, quoi. Alors, premier plan, un mot sur le premier plan, ce qui est assez amusant. Excusez-moi. Et ces deux hommes, en fait, ils sont tous les deux clichés aussi de ce qu'ils représentent, vu que du coup, le mari plutôt sympa, il a une calvitie, il est pas très séduisant et avec ses yeux de cocker, comme elle dit, alors que Gérard Depardieu en face, c'est le beau gosse avec les cheveux brillants, voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le mari, en fait, il fait face à une demande de protection qui est en réalité une demande assez traditionnelle. Elle lui dit qu'elle aimerait bien avoir une salle de bain, de l'eau chaude, qu'elle a peur d'être à la rue. On devine un couple qui est dans une situation financière qui va pas très bien. Donc elle est dans une demande de protection matérielle, on va dire assez traditionnelle. Elle le formule pas de manière traditionnelle du tout, mais cette demande est assez traditionnelle. Et lui, la seule chose qu'il a à lui proposer en échange, c'est un discours sentimental, un peu fleur bleue, mais tu es belle, mais tu es magnifique, mais j'ai envie de danser avec toi. Et puis il a envie de la protéger aussi. Et là, on a l'impression qu'elle y croit plus du tout. Donc on est en 86. Je sais pas comment c'était ici 86 en Grèce, mais en France, on est un peu après le conte de fées. Vous voyez, c'est-à-dire après la libération sexuelle, après mai 68, on croit plus aux contes de fées, on croit plus aux grandes paroles. Ça ne suffit pas. Il y a quand même quelque chose à dire sur la deuxième séquence. Je sais pas si vous avez vu le film, mais c'est que Depardieu qui arrive et qui fait irruption dans la scène, il dit à un moment, mais fais pas ta rancunière. Mais ça, il le dit pas à Miu Miu, il le dit à Michel Blanc. Fais pas ta rancunière. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase et qu'est-ce que ça peut révéler sur ce qui va se passer ou la manière dont Depardieu se positionne? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Depardieu? Qu'est-ce qu'il cherche dans cette histoire? Quand on a vu le film, on sait ce qui va se passer. Oui, mais... Il va féminiser Michel Blanc. Il va féminiser Michel Blanc. Ils vont vivre en couple. Oui. Ils vont vivre en couple.
Et Michel Blanc va se retrouver exactement dans la même situation avec Depardieu. Il va se retrouver exactement dans la même situation d'assujettissement qu'il l'était avec Miu Miu. Donc vous voyez, c'est un film extrêmement libre, extrêmement drôle. Je ne sais pas si on tournerait encore des films aussi libres et aussi drôles, mais il y a un fond derrière qui est sombre. Et ce fond qui est sombre, me semble-t-il, c'est que ce que ça montre, c'est que après l'écroulement, on va dire, des rôles traditionnels de l'homme et de la femme, après les évolutions bienvenues, comme en 1965, l'accès des femmes au monde du travail, donc à l'autonomie financière, à la possibilité d'ouvrir un compte en banque, on se retrouve dans une situation dans les années 80, du moins en France, mais vous pourrez traduire pour la Grèce, où on est dans une compétition des égaux, ou dans une compétition, on est dans un répertoire qui est celui un peu de l'individualisme libéral. Il va y avoir des gagnants et des perdants. C'est un peu que le meilleur gagne. On a l'impression que peu importe qu'on soit un homme et une femme, je ne sais pas si vous lisez comme ça cette scène, mais la baffe, ça veut dire, bon, c'est l'alpha dominant, mais c'est aussi c'est un alpha dominant un peu bizarre, en tant qu'il est dans une démarche de séduction vis-à-vis de Michel Blanc. Donc, c'est pas un mâle alpha hétéro. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une compétition d'individus un peu essolés qui ne courra plus en l'amour. Vous voyez, quelque chose comme ça. On est dans la période de l'explosion des chiffres et des statistiques de divorce en France. Et ça n'est pas pour rien. On a un modèle qui s'était effondré, et tant mieux, le modèle traditionnel n'était pas enviable, mais en même temps, on a une zone de compétition, de rivalité qui mène aussi à la violence, en fait, entre les individus. Enfin voilà, c'était une lecture possible de cette séquence. Je ne sais pas si ça vous inspire d'autres choses. Alors, je suis content parce qu'il y avait une seule remarque pour la première séquence. On est passé à 4 ou 5 remarques. Donc, je pense que la séquence suivante... Et d'ailleurs, à mesure qu'on se rapproche de l'époque contemporaine, vous allez voir que non seulement on va se sentir immédiatement plus à l'aise, on va se sentir plus chez nous dans la séquence prochaine, plus dans une société qui nous ressemble. Et peut-être que ça va quand même vous titiller. Alors, voilà la séquence. Quoi? Non. Eh, vas-y, quoi? Bon, c'est vraiment con, hein, mais bon, je me suis toujours demandé, vous utilisez parfois des trucs genre God entre filles? C'est marrant parce que souvent vous les mecs vous comprenez rien aux femmes. C'est con, je trouve chaque sexe est dans son coin sans s'intéresser vraiment à l'autre. Alors que je suis sûre que si un mec avait vraiment envie de s'intéresser aux femmes, ce serait le roi du pétrole. Comment ça? C'est-à-dire? Je sais pas, vous n'arrivez pas à comprendre que les femmes ont une psychologie différente de la vôtre. En plus, vous connaissez mal le corps des femmes, ce qui nous donne vraiment du plaisir. Mais pourquoi tu dis ça? Vous croyez qu'il y a que votre bite qui donne du plaisir, alors que les caresses, c'est vachement important. Ah oui, ça je sais. Ouais, tu sais, mais tu fais certainement pas bien. Tiens, regarde. Viens, viens là. Bon. Mais quoi? Quand tu caresses les fesses d'une nana, hein? Tu la caresses. Là. Là, sur les fesses. Oh non, mais attends. Hein? Ouais. Tu lui écartes les cuisses. Je te montre. Ouais, mais ça me gêne. Non, je te montre. Tu la maintiens bien fort contre toi, comme ça. Tu l'empêches de bouger. Faut qu'elle sente que tu la tiens fermement. Contrairement à toutes les conneries qu'elles pourront dire là-dessus, la plupart des femmes ont envie de se faire mettre là, d'être prisonnière. Non, attends, arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ça va. Je t'explique. Tu veux pas que je continue à t'expliquer? Oh, si, ok, vas-y. Donc, tu la serres fort contre toi. Après, tu lui caresses les cheveux, la nuque, les seins. Là, elle va être comme toi. Elle va paniquer. Tu la calmes. Tu prends ton temps. Ouais. Je vais te montrer comment lui donner du plaisir. Susana, ven. Quiero enseñar algo a Xavier. Travaux pratiques. Je vais te montrer ce que tous les hommes devraient apprendre à faire. Alors, cette fois-ci, il y a une coquille, hein, c'est 2002, pas 2022. On est donc 16 ans après tenue de soirée. Oui. Alors, qui a levé le bras là? Un peu, voilà.
Je ne pouvais pas m'en empêcher parce que c'est mon film préféré, parce que c'est ma génération. Et c'est Cécile de France et Romain Duris qui jouent. Et je crois que là, le personnage masculin, c'est le plus sympa, jusque-là, je crois. Et c'est sa copine qui est lesbienne, qui lui enseigne. Et voilà, je ne sais pas si c'est un rapport d'égal à égal, parce que Romain Duris, Xavier, il est aussi un peu amoureux d'elle, donc il est un peu surpris. En tout cas, ce sont des potes. C'est une relation amicale, plus ou moins. Oui, je vois une autre réaction ici. Encore Danae. Toi? C'est marrant, c'est pas comme un mauvais porno où en fait la femme voit ce que fait l'homme et reproduit. En fait, elle lui explique soi-disant ce que veulent les femmes, mais elle le fait d'un point de vue masculin complètement. Voilà. Alors, les deux premières remarques, les deux premières réactions vont dans des directions un petit peu différentes, qui sont des pistes de lecture de la scène. Il y a une première piste de lecture, c'est le sens de la première réaction, je crois, qui consiste à dire, tiens, c'est intéressant, il y a un hétéro qui a envie de prendre une leçon sur la sexualité avec une lesbienne. En gros, c'est l'hétérosexualité qui sent que son modèle hétérosexuel est peut-être un peu limité, que la compréhension du corps de l'autre est peut-être un peu limitée, et qu'il y a pas mal de choses à apprendre du côté de l'homosexualité ou du côté de... Vous voyez, c'est cette idée-là. Et ça, c'est une idée, je pense, assez contemporaine, en fait. Ou en tout cas, qui date des années peut-être 80, 90, de l'essor des études de genre, qui avait quelque chose de dysfonctionnel ou qui ne va pas très bien dans les comportements sexuels hétéros, au sens où, dans ces comportements sexuels hétéros, ce qu'a montré par exemple le rapport Haidt, qui était le grand rapport sur la sexualité féminine, qui montrait que la plupart du temps, dans le cadre du coït hétérosexuel, les femmes n'avaient pas de plaisir ou peu de plaisir, alors qu'elles en avaient très facilement par la masturbation. Et tout d'un coup, on se rend compte que dans le monde de l'hétérosexualité, l'homme a l'air de servir un peu du corps de la femme sans lui donner du plaisir en échange. Et là, il se dit, Romain Duris, tiens, j'ai peut-être quand même des trucs à apprendre. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'être éduqué, j'ai envie d'ouvrir un peu mon esprit. C'est, à mon avis, assez contemporain, au sens où, dans les années 50, un hétéro se serait pas dit, tiens, je vais peut-être apprendre à faire l'amour en discutant avec un homo, un gay, avec une lesbienne, pour comprendre un peu comment je peux sortir de mon modèle, au sens où, dans l'hétérosexualité, on mime toujours un peu la procréation. On est dans un rapport qui est très finalisé vers, on va dire, l'éjaculation de l'homme à l'intérieur du corps de la femme. Et dans ce mime, si vous voulez, de la procréation, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir ou de l'improvisation ou de la fantaisie qui n'a pas l'air de pouvoir s'exprimer. Donc déjà, la première remarque, c'était ça, et je crois que c'est quand même quelque chose d'un peu précieux. C'est, ok, là, l'hétéro veut un enseignement. Du côté de l'homosexualité. Mais il y a l'autre réaction qui dit oui, mais alors, est-ce qu'ils ne sont pas en train de reproduire des rôles un peu caricaturaux? Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire exactement? Les gestes qu'elle fait, est-ce que ce n'est pas des gestes stéréotypés macho? Et là, est-ce qu'il y a d'autres réactions là-dessus ou d'autres commentaires? Ouais. C'est pas précisément sur la façon dont elle se comporte avec lui, c'est aussi pour dire que au final, c'est elle qui a le logos maintenant. Donc les rôles se sont inversés. C'est elle qui a le savoir et qui va jouer l'enseignante avec lui. Donc il y a eu un renversement d'une époque à l'autre. Oui, on a l'achèvement. C'est-à-dire, évidemment, c'est un peu subjectif le choix des séquences, mais on a l'achèvement du renversement de la relation initiale Brice Parrain, Anna Karina. C'est-à-dire, on voit bien que dans la séquence suivante, c'est Miu Miu qui parle. Mais enfin, elle parle sur le mode de l'invective et de l'injure, alors que là, elle est dans la position de l'enseignante, comme était Brice Parrain au départ. Donc, on a un renversement complet, effectivement, du pouvoir de la parole, de l'usage de la parole. Mais sur le rôle ou la posture dans laquelle elle se met, est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres remarques? Par exemple, vous la trouvez efficace, cette leçon de drague? Vous pensez qu'après, il en sait un peu plus sur la manière dont il faudrait draguer? Non, c'est pas efficace. Elle a donné des mauvais conseils, à votre avis?
clairement. Est-ce que oui, si. Si mes souvenirs sont bien, quelques secondes plus tard, l'homme il va devenir un peu plus vulgaire. Il va dire oui, tous, toutes des salopes. Et elle va quand même le corriger. Donc, je vois où vous voulez en venir. Vous êtes mieux placé pour nous expliquer que moi. Mais quand même, elle reste femme. Et son objectif là, c'est de... Enfin, elle, en tant que lesbienne, et femme qui aime l'amour et les relations, elle respecte quand même. J'ai l'impression, parce que c'est une trilogie, on voit les personnages évoluer. Bon. Mais à la fin quelques minutes plus tard, elle lui dit Xavier, tu respectes quand même. On fait pas comme ça. Oui, alors, effectivement, mais je pense qu'on peut aussi commenter cette séquence sans faire appel au reste du film. Moi, je pense qu'on peut vraiment essayer de la prendre un peu comme un caillou et commenter juste la séquence, parce que effectivement, on peut la réinscrire dans toute la fresque. Mais il y a beaucoup de choses à dire déjà dans la séquence. D'abord, elle lui dit pas mal de choses sur le mode. Vous, les mecs, vous connaissez rien aux femmes. Vous savez pas, vous vous intéressez pas à notre corps. Vous savez pas comment on fonctionne. Vous savez pas ce qui nous fait vraiment plaisir. En fait, le mot qu'on pourrait employer, c'est qu'elle est extrêmement, tout en paraissant émancipée, elle est extrêmement différentialiste. Au sens où pour elle, dans sa tête, ça a l'air d'être très clair. Un homme et une femme, c'est pas pareil, et les hommes savent pas, ne connaissent pas cette espèce de continent noir ou obscur que seraient pour eux les femmes, leur corps et leur émotivité. Donc, c'est troublant parce qu'elle a un discours à la fois très émancipé, très contemporain, très moderne, et un différentialisme qui rappelle le différentialisme du modèle patriarcal traditionnel, qui est fondé sur une asymétrie, en fait, ou une ignorance mutuelle entre les sexes. Alors, justement, est-ce que ça vous fait réagir un peu quand elle lui dit, par exemple, si un mec s'intéressait vraiment aux femmes, ce serait le roi du pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez d'une phrase comme ça? C'est quand même une affirmation. Vous êtes d'accord? Vous avez des... une main se lève. Je voudrais dire que... Allez-y, allez-y. Donc, ce que je voudrais dire est ceci. Ce que la femme montre à l'homme est que peut-être elle ne serait pas devenue lesbienne si un homme aurait su la traiter comme il faudrait la traiter. Est-ce que cela est-ce que cela est le message du film, à savoir que cette femme ne serait pas centrée sur les femmes si elle avait rencontré quelqu'un qui pourrait savoir comment se comporter avec une femme? Alors, il y a un problème, j'ai pas entendu un bout de la séquence. Je ne sais pas si ça signifie ça. En tout cas, elle est en train de jouer la carte de la provocation. Elle joue la carte de la provocation vis-à-vis de lui, c'est-à-dire elle joue un jeu un peu trouble. Et à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, à travers une vitre, on voit passer sa compagne qui s'inquiète aussi un peu de ce qu'ils sont en train de faire ces deux-là entre eux. Donc peut-être que c'est un jeu un peu triangulaire. Elle veut peut-être aussi rendre un peu jalouse son ami qui est passé, qui s'inquiète, qui se dit mais alors qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc il y a un jeu un peu complexe. Est-ce qu'elle est déçue par les hommes et c'est pour ça qu'elle est devenue lesbienne? Non, je suis pas sûr que ce soit ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle est en train de provoquer à la fois Romain Duris et sa compagne qui est derrière la porte et qui sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire tous les deux. Mais oui, il y a une remarque. Oui, juste là derrière.
Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω. Ouais, c'est bon. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω. Je voudrais surtout me pencher sur le fait que l'homme a l'impression donne l'impression d'être mal à l'aise. Il se sent mal à l'aise avec les gestes de cette femme. Et on a parlé de cela pendant ce festival, à savoir que cet homme se sent très mal à l'aise. Et à chaque fois qu'un côté féminin de l'homme ressort, eh bien, l'homme a du mal avec ça, ne voit pas cela comme une expression normale. Voilà. Effectivement, il y a un malaise de l'homme dans la manière dont il reçoit les gestes. Il y a un premier malaise au moment où elle lui touche les fesses, hein, où elle lui écarte un peu les jambes, il est mal à l'aise. Et moi, il y a une petite séquence, c'est un détail qui m'a particulièrement intéressé parce que c'est un détail révélateur. C'est que à un moment, elle semble juste lui passer la main sur le torse et lui, il se recule et il rigole et ça chatouille. Ça le dérange en fait qu'on le touche comme ça. Mais elle fait rien, elle fait juste un geste comme ça sur le buste. Mais lui, il fait mais enfin, et il rit comme si c'était des chatouilles. Et ça, je crois que c'est quelque chose, un petit détail révélateur. Le fait d'être chatouillé, le fait d'éprouver le contact comme désagréable. Je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus. Moi, c'est une chose dont j'aurais envie un peu de parler ou que j'aurais envie de creuser un petit peu. Ça a d'ailleurs été étudié en philosophie, dans les mouvements en éthique sexuelle qui se sont occupés de la sexualité. En fait, c'est la question de la réification qui est derrière ça. Qu'est-ce que c'est? Res, en latin, c'est la chose. La réification, c'est le fait de traiter le corps de l'autre comme une chose. Et ce qu'elle est en train de faire à certains moments, c'est de lui faire subir quelque chose que toutes les femmes ont déjà connu, mais qui est beaucoup plus inhabituel pour un homme. Elle lui fait subir la réification. Pour une femme, c'est habituel de se laisser toucher les fesses, de se laisser toucher le buste. On ne se met pas à se tortiller comme si c'était des chatouilles. On accepte. Ça fait partie du rapprochement des corps. Mais pour un homme, pas du tout. En fait, ça peut même être quelque chose d'assez dérangeant. Alors, il y a une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum, qui est une philosophe américaine qui s'occupe beaucoup d'éthique et qui a écrit un très long article en 1985 qui s'appelle Objectification. C'est pas traduit en français. Et dans ce très long article, ce qu'elle dit, Martha Nussbaum, elle s'interroge sur l'environnement moral dans lequel la réification ou l'objectification, c'est le mot anglais qu'elle choisit, est acceptable. Et elle discute d'un cas assez longuement, qui est un cas qui a l'air de rien, mais qui renvoie un peu à cette séquence. Elle dit, est-ce que c'est un problème du point de vue éthique si j'utilise le corps de mon compagnon comme un oreiller? Voilà, pour m'endormir, si je pose voilà, sur son dos ou sur son ventre ma tête et que j'utilise comme un oreiller, est-ce que c'est un problème? Elle en discute un peu longuement. Et sa conclusion à elle, c'est que ce n'est pas un problème, mais à une seule condition, c'est que je ne le traite pas uniquement comme un oreiller. C'est-à-dire que si jamais j'avais un compagnon à qui je demandais seulement de passer un certain nombre d'heures, par exemple 10 heures par jour, allongé, étendu en travers du lit pour me servir d'oreiller, ce serait problématique moralement. Mais dans la mesure où il y a d'autres séquences dans notre vie où je traite autrement que comme un oreiller, c'est acceptable. Bon, vous voyez où elle veut en venir, c'est que pour elle, la réification ou l'objectification est tout à fait acceptable du point de vue éthique, y compris dans les actes de la sexualité, si jamais la relation ne se réduit pas à cette réification ou à cette objectification. Un peu plus tard, en 2001, il y a un autre philosophe américain qui s'appelle Alan Sobel, qui s'occupe lui aussi, comme Martha Nussbaum, de ce qu'on appelle l'éthique sexuelle, qui a creusé un petit peu ce point, qui l'a approfondi, qui a dit, ben alors voilà, le point de vue de Martha Nussbaum, c'est ce qu'on pourrait appeler un point de vue externaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un geste qu'on commet pendant l'amour ou qu'on commet dans une étreinte n'est pas un geste qui, en lui-même, est bon ou mauvais, bien ou mal. On ne va pas commencer à donner une valeur morale, une valeur éthique à chacun des gestes qu'on commet.
ce qu'on va essayer de mesurer si on est externaliste, c'est la qualité de l'ensemble de la relation. Et Alan Sobel dit en fait, il y a deux types d'éthiques sexuelles. Il y a des éthiques sexuelles internalistes et des éthiques sexuelles externalistes. Dans le cadre d'une éthique sexuelle externaliste, en gros, si une relation est de qualité et s'il y a de l'amour, tout est permis. Grosso modo, on peut attacher l'autre, on peut le fouetter, on peut faire du sadomasochisme. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire l'éventail des possibilités s'ouvre complètement dans la mesure où il y a une certaine qualité sentimentale de la relation. Alors, ça a l'air d'être très libéral et très ouvert, l'externalisme. Ça l'est pas tant que ça. Parce qu'un externaliste ne peut pas, par exemple, facilement participer à une orgie, aller dans un club échangiste ou dans un club gay, où il ne peut pas, disons, avoir juste une histoire d'un soir. Ce n'est pas externaliste parce qu'on ne laisse pas la possibilité à la relation de qualité, du point de vue sentimental, de se créer. Donc vous voyez, quand on est externaliste, il y a à la fois une permissivité et des restrictions. Et inversement, si on est internaliste, on va considérer qu'il y a certains actes dont on devrait systématiquement s'abstenir. Donc on va être plus réticent sur certaines choses. Par exemple, on pourrait dire, d'un point de vue internaliste, fouetter quelqu'un, c'est toujours non. Vous voyez, c'est toujours non, ça devrait toujours être interdit, quel que soit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est juste que ce geste-là ne doit pas être commis. Vous voyez un peu la différence? C'est deux manières complètement différentes d'appréhender l'éthique sexuelle. En gros, dans l'externalisme, c'est un mot qui a l'air très abstrait, mais on demande qu'il y ait de l'amour, et dans l'internalisme, il n'y a pas cette demande. Mais pour revenir à cette séquence que je vous ai montrée, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette séquence, c'est que, je vous disais, elle a l'air d'être différentialiste, elle pose des rôles, elle dit, vous, les hommes, vous ne savez pas comment vous y prendre, si un homme savait comment on était, nous, les femmes, il serait le roi du pétrole, etc. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est du théâtre. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on sent dans tout le long de la séquence, c'est qu'on est en train de jouer avec les codes du genre. Hier, j'ai parlé un peu, pour ceux qui étaient là, de la différence entre le sexe et le genre. Le sexe, c'est la biologie, c'est le corps, c'est le donné biologique, ok. Et jusqu'à un certain point, on peut distinguer le masculin et le féminin, même si j'ai essayé de montrer hier qu'en médecine, il y avait des zones de troubles et d'indécision sur cette question. Mais là, ils sont en train de performer des genres. Ils sont en train de performer des rôles genrés. Vous voyez, c'est ça qu'on voit pendant cette séquence. Elle est en train de jouer à être un homme, et lui, il est en train de se demander s'il veut bien rentrer dans le jeu ou pas, et s'il veut bien, en face d'elle, jouer à être une femme. Elle, ça l'amuse de jouer à être un homme. D'autant plus que, comme elle est lesbienne, elle s'amuse avec le genre. Elle aime le trouble dans le genre et le déplacement des rôles de genre. Donc, elle est différentialiste, mais c'est un différentialisme du genre et c'est pas un différentialisme du sexe. Est-ce que c'est clair? Je sais pas si cette idée est claire, mais c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'elle est plus contemporaine. On est en 2002. Je pense pas que pour elle, il y a un éternel masculin ou un éternel féminin, si je reviens à François Mauriac. Je pense pas que pour elle, il y ait des rôles naturellement inscrits. Par contre, il y a la possibilité, un peu comme au théâtre, de s'amuser et de changer, de déstabiliser complètement les rôles. Et de ce point de vue-là, moi, ce que j'aime bien aussi dans cette séquence, tout simplement, c'est que c'est une petite performance d'acteur. Il s'en sort super bien, Romain Duris. C'est-à-dire, il joue très bien le type déstabilisé, et elle-même, elle joue très bien celle qui s'empare de la performance ou du rôle masculin. Voilà, je ne sais pas si ça vous évoque d'autres choses, ce que je viens de dire sur internalisme, externalisme, le passage du sexe au genre et au fait qu'on peut performer des rôles genrés et s'amuser avec. En fait, ça devient ludique. C'est ça qu'on comprend dans l'Auberge espagnole. Ce n'était pas du tout ludique, en fait. Chez Godard ou chez Bertrand Blier, les rôles n'étaient pas du tout ludiques. Ils étaient graves parce qu'ils semblaient être inscrits dans les corps. Là, ça a l'air d'être beaucoup plus ludique parce que ça a l'air de pouvoir changer. Ça a l'air de pouvoir permuter. On semble pouvoir assister à une circulation du pouvoir entre eux. Alors, j'en viens à mon dernier extrait. Un film récent, avec une performance d'acteur extraordinaire. C'est un film qui porte sur l'histoire d'une transition d'une transition sexuelle. Mais alors, je vais pas détailler, pareil, je vais pas vous recontextualiser l'ensemble du film. Je vous laisse voir la séquence et on en parle après.
Tu dois pas prendre une douche. Tu dois pas prendre de douche. Non, je suis pas. Tu suis pas. Tu m'as dit ou quoi? Tu suis pas. Genre tout le monde est au bout de sa vie et toi. Rien. Non, ça va. Les gens me posent des questions. Enfin, ils parlent beaucoup de toi. Pourquoi tu prends pas de douche? Enfin, on s'en fout là. Mais je sais pas, j'ai pas de truc pour prendre une douche. Comment ça? J'ai pas de quoi pour une douche. Tu t'en fous ta poêle dans la douche? Non, mais j'ai pas de sujet. Ah, ça on s'en fout. Tiens. Voilà, c'est tout. Alors, là aussi, j'aimerais commencer par vos réactions sur cette scène. Qu'est-ce qui est en jeu, selon vous? Est-ce que vous sentez une forme de violence, par exemple, dans cette scène? Oui? Oui, c'est que une femme trans n'est pas une femme et en fait, elle reçoit toute la violence du reste des femmes qui la séparent, en fait, qui disent que tu ne fais pas partie de nous, quoi. C'est extrêmement violent. Oui, c'est très violent et c'est très bien montré dans cette scène parce que c'est très insidieux. Il y a un concept qui vient plutôt d'un milieu militant, mais qui est intéressant, qui est le concept de microagression. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept qui vient au départ plutôt d'ailleurs de gens qui réfléchissent à la question de la race et à la place des Afro-Américains dans la société américaine, mais qui s'est rapidement étendu au domaine du sexe et du genre. Et la microagression, c'est quelque chose dans une attitude, dans une insinuation, dans une blague, qui renvoie tout d'un coup quelqu'un à sa différence. Pas méchamment, c'est-à-dire pas ouvertement méchamment, mais on peut se demander si c'est pas quelque chose qui est plus violent qu'une insulte ouverte et frontale. Je sais pas comment vous le ressentez, cette histoire, ce qui se joue dans cet échange autour de la serviette, mais alors tu prends pas de douche. Mais alors tu prends pas de douche, c'est-à-dire... Je sais pas s'il y a d'autres réactions sur là-dessus. J'essaie de susciter. Alors n'hésitez pas à prendre la parole en grec également. Je suis équipé. J'ai vu le film il y a quelques années, donc je sais de quoi il s'agit. Mais là, il y a une ambiguïté dans cette scène. On a le sentiment que la jeune fille, en réalité, la situation de la jeune fille n'est pas connue. On ne sait pas si la situation, je me souviens plus exactement de cette scène, mais là on a le sentiment que la situation n'est pas connue de celles avec lesquelles elle s'entraîne en danse classique et qu'elle souhaite cacher. Elle ne prend pas de douche parce qu'elle souhaite cacher qu'elle a encore un pénis, enfin un organe sexuel masculin, puisque tout le sujet du film, c'est qu'elle attend l'opération qui lui permettra de changer de sexe. Ça se termine d'ailleurs par une automutilation, qui est une espèce de suicide. Et donc cette scène est ambiguë. Je ne sais pas si la jeune femme qui insiste pour qu'elle prenne une douche, qui lui donne une serviette, sait de quoi il s'agit, ou si elle agit en toute innocence. Je dirais que déjà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pour tout le monde, si vous avez connu des vestiaires ouverts, avec des douches ouvertes où les corps sont nus, les vestiaires peuvent être une zone d'intimidation. C'est-à-dire, oui, même entre garçons hétéros, entre femmes hétéros, il y a des
forme de comparaison, de brutalité, il y a quand même un enjeu autour de la vulnérabilité que ça représente d'être nu devant les autres. Et celui qui est un peu différent, c'est celui qui, je ne sais pas, a un handicap, a une différence quelconque. L'épreuve du vestiaire, ça peut être quelque chose ou même une blessure, ou même, je ne sais pas, a fait sa puberté un peu plus tard. Ça peut être quelque chose d'extrêmement... et c'est pour ça que la scène est assez bien trouvée. C'est qu'elle s'inscrit dans quelque chose que nous avons tous connu. C'est qu'on entre dans une zone où il y a de l'intime, où il y a le contact des intimités dans le vestiaire, et il y a la proximité des corps, et il peut y avoir, à travers des regards ou des remarques, ou même une simple remarque blessante sur votre corps, c'est quelque chose que vous pouvez garder longtemps en vous quand vous êtes adolescent, comme perturbant. Donc, le vestiaire, on est déjà dans une zone de danger. Après, effectivement, une définition quand même intéressante à donner entre quel mot on doit employer, transsexuel, transgenre ou trans. Je fais juste une précision de vocabulaire. Hier, j'avais un peu à cœur dans la conférence inaugurale de préciser le vocabulaire. Le mot transsexuel a émergé dans les années 50 et désigne ceux qui souhaitent médicaliser leur transition par un traitement hormonal et aussi par la chirurgie. Transgenre, c'est un mot qui émerge plutôt dans un milieu militant et qui désigne au départ ceux qui ont un parcours de transition mais qui ne souhaitent pas forcément médicaliser leur transition, en tout cas qui ne souhaitent pas aller jusqu'à l'opération. Donc vous voyez que la différence de vocabulaire entre transgenre et transsexuel, c'est une différence de vocabulaire qui porte sur la question de la chirurgie, qui porte sur la question de la médecine. C'est pas neutre, en fait. Il y a un mot qui est plutôt médical, un mot qui est plutôt militant, transsexuel d'un côté, transgenre de l'autre. C'est pour ça que, par exemple, depuis le début, je ne sais pas si vous y avez fait attention, j'emploie plutôt le mot trans, qui me paraît un peu plus neutre et qui me paraît ne pas se situer dans ce débat. Ce sont des petites choses, mais ce sont des mots intéressants. Alors, typiquement, là, on accompagne dans ce film quelqu'un qui souhaite, donc c'est un transsexuel qui fait un voyage du masculin vers le féminin et qui souhaite la médicalisation et même la médicalisation la plus rapide possible de sa transition. Seulement, la souffrance tient chez ce personnage à ce que la transition est encore inaboutie et que les gens autour, l'entourage, le renvoient, pas l'entourage familial qui soutient, mais l'entourage ici dans la danse le renvoie toujours à son identité première masculine. Donc précisément, il ou elle, là on est dans une zone trouble, souhaiterait se détacher. Alors est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ouais. Oui, juste rapidement, je trouve que c'est intéressant parce que dans le cinéma, mais aussi dans beaucoup d'autobiographies écrites par des personnes transgenres ou transsexuelles, il y a l'idée vraiment du rite de passage ultime pour certaines personnes comme la chirurgie, mais des micro-rites de passage. Voilà, on emploie peut-être une toilette différente, on réussit à porter le juste au corps qu'on a envie de porter pour faire de la danse classique. Et là, c'est un exemple vraiment d'un micro-rite de passage où qu'on sache ou qu'on sache pas si elle est sexuée masculin ou féminin, il y a quelque chose d'anormal si elle ne prend pas de douche. Et de prendre la douche, c'est une forme de mini-rite de passage vers la féminité et vers son inclusion du coup au sein du genre féminin. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Oui. Si. Je ferai un commentaire parce que Daisy Le Tourneur m'a parlé de ce film juste avant, en me disant à quel point elle-même et d'autres personnes trans n'aimaient pas ce film. Et je vous expliquerai pourquoi. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Moi, je ne veux pas vous poser une question. Je n'ai pas une question à vous poser. J'ai voulu surtout parler de ce film. C'est un film qui se base sur une histoire vraie. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de cette personne et qui est vraiment danseuse et qui a vécu cette transformation.
peut-être dire le commentaire de Daisy. Alors moi je me souvenais plus de cette scène, effectivement, qui change peut-être un peu son point de vue. Le film, vous l'avez rappelé, montre qu'elle a un vrai soutien de sa famille, notamment de son père. Et ça se termine tragiquement, puisque l'opération tardant, elle s'automutile en risquant sa vie, je ne sais plus, c'est-à-dire si elle meurt à la fin ou si les choses restent ambiguës. Ça reste ambigu, voilà. Et Daisy me disait, la vraie souffrance des trans, c'est le rejet de l'entourage, c'est le rejet de la famille. Et dans ce film-là, le rejet, il n'existe pas. Alors là, on le voit, il existe par des petites micro-agressions, mais qui me paraissent innocentes dans ce cas-là, et pas volontaires. Et donc, Daisy et d'autres trans, m'a-t-elle dit, estiment que c'est une manière de renvoyer le trans a une souffrance intérieure. Et la souffrance elle est plus extérieure qu'intérieure. Elle est provoquée par le rejet de l'extérieur. Et il n'y a pas de fatalité à la souffrance intérieure n'étant provoquée que par le rejet de l'entourage, et notamment de l'entourage proche. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai vu un entretien donné par le réalisateur du film et qui m'a convaincu de son parti pris scénaristique. Mais ça, je vous le soumets. Et il a dit que précisément, il avait voulu construire son film avec un personnage qui avait une famille soutenante. Et il savait que c'était atypique, mais précisément, c'est son intention narrative. Parce que ce qu'il voulait montrer, c'est pas la résistance de la famille, c'est la résistance de la société. C'était vraiment son idée. Donc, c'est pas simplement la problématique d'une souffrance personnelle ou intérieure. D'ailleurs, le héros, enfin moi je l'ai vu comme ça, ce film est très convaincu. Enfin, c'est pas un héros qui a des doutes, par exemple, qui sur cette transition, la décision est prise. Mais ce que le réalisateur souhaitait montrer, c'est que même si la famille est là, on va se prendre le mur du social. Et moi j'ai l'impression que cette séquence, par exemple, ce qu'elle montre, donc c'est pas une séquence en famille. Donc c'est pour ça que la remarque de Daisy porte sur l'ensemble du film. C'est pas une séquence en famille, mais ce qu'elle montre, je trouve, c'est que non seulement elle fait bien ressortir ce que c'est qu'une micro-agression. Enfin, ça permet vraiment de l'isoler et de dire ah oui c'est ça. Ça a l'air, mais ça fait bien aussi ressortir une notion qui a été développée par Bourdieu, qui est la notion d'habitus et ce qui lui est lié, c'est-à-dire la violence symbolique. Qu'est-ce que c'est que l'habitus ? C'est le fait que nous avons un certain nombre de codes qui sont à la fois des codes de comportement, de langage, qui sont incorporés, vraiment incorporés au sens où ils font partie de nous. Un habitus, c'est quelque chose à quoi on n'a plus besoin de penser. Quand on a été élevé dans un certain milieu social, par exemple un milieu bourgeois, il y a des comportements de table, il y a une manière de se tenir à table, pour parler de quelque chose de moins passionnel que le sexe et le genre. Et quelqu'un qui rentre dans la pièce ou qui vient d'un milieu social différent peut avoir du mal, peut éprouver un véritable malaise à passer un repas, on va dire, dans une famille très bourgeoise, parce qu'il ne saura pas comment se servir, mettons des couverts à poisson. Comment je me sers de ce truc-là? Il va falloir mimer les autres, essayer de les imiter. Et très vite, ce qui va se passer, c'est que des petits signaux de désapprobation vont être émis. Par exemple, quelque chose de typique de l'habitus que je vois souvent, parce que je prends souvent le train en France, il y a un habitus autour de le train en semaine, c'est plutôt des cadres, des gens qui travaillent. Et il y a un habitus autour du fait de téléphoner dans les wagons. De téléphoner dans les wagons, ça dérange ceux qui travaillent. Et souvent, c'est ceux qui n'ont pas besoin de travailler dans le train qui téléphonent. Et il y a tout un système de regard et de désapprobation. Il y a toute une espèce de violence diffuse et sourde, mais qui est en fait assez palpable et qui émane de cette habitude et de ces codes sociaux. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il me semble que les rapports du masculin et du féminin, c'est beaucoup une affaire d'habitus, ou en tout cas que d'ailleurs c'était le cas dans les séquences précédentes, mais particulièrement dans la séquence avec l'auberge espagnole, ce qu'on voit, c'est que il y a même une posture du corps, mais qu'on apprend. C'est pas quelque chose de génétique, mais il y a une posture du corps qui est une posture masculine, plus ou moins affirmée, une posture féminine, plus ou moins affirmée. Et on va d'ailleurs reprocher, les garçons vont être assez durs s'ils trouvent que la posture du corps de l'un d'eux est trop féminine. Ils vont être assez durs parce que... et donc, il y a toute une série quand on sort d'un habitus social, il y a toute une série de violences symboliques qui vont être amenées à s'exercer. Et
Moi, il me semble que, certes, je comprends la remarque de Daisy. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau film parce qu'il me semble que ça isole un duel qui se joue entre le personnage et la société tout entière. C'est pas un roman familial. C'est quelque chose, tiens, voilà, c'est comme Don Quichotte qui part à l'assaut des habitus, c'est-à-dire, en plus, je veux m'emparer de la danse classique, qui est un bastion du corps féminin. Je veux aller là où on pousse le corps féminin dans ses derniers retranchements, et c'est là que je veux aller, c'est là que ça va être le plus dur d'aller. Et c'est là que je vais sentir le maximum de barrage. Donc j'ai trouvé que c'était un film émouvant, personnellement, mais voilà, j'en parle comme ça. Moi, ce qui me semblait aussi, c'est que, de même que le film Vivre sa vie n'aurait pas pu être tourné aujourd'hui, cette séquence n'aurait pas pu être tournée en 1962. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on voit, cette série de courts extraits montre aussi un chemin parcouru sur ces questions du sexe et du genre. Est-ce que ça appelle une dernière remarque ou une dernière question de votre part? Oui. Je voudrais réagir sur ce film précisément et sur ce que vous dites. Et ce qui a à voir avec le thème de la différence entre le sexe et le genre. Il se trouve que j'enseigne le documentaire, je suis documentariste moi-même, et j'enseigne le documentaire. Et j'ai eu, il y a 2 ans, dans un atelier de documentaire que je tutorisais, je ne sais pas comment dire exactement en français, une jeune Suédoise transsexuelle et qui faisait un film qui reprenait son expérience. Et son film était intéressant parce que dans tous les films que j'ai vus sur la transition de genre, de sexe, enfin transition sexuelle même, opérée, etc., il y a une espèce d'angélisme, c'est-à-dire que il y a une difficulté, ouais, c'est de la transition, et les réticences de la famille, de la société, la difficulté de faire une opération, etc., d'aller quand c'est pas autorisé dans son pays. Elle est allée en Thaïlande, par exemple, pour faire ça dans des conditions horribles. Et puis après, une fois qu'on est rentré dans ses chaussures, on pourrait dire, dans le genre qu'on a choisi, ben, tout va bien se passer. En fait, c'est un peu comme l'Odyssée, hein. Ulysse passe 10 ans à rentrer chez lui. Pénélope la reconnaît pas au début, finalement on le reconnaît, et après ça finit. Qu'est-ce qui se passe après? Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe après. Une fois que Ulysse est rentré dans son lit et a retrouvé sa Pénélope l'a reconnu, qu'est-ce qui se passe après? Bon, Kazantzakis a écrit ce qui s'est passé après. Mais, et là, pour pas m'étendre trop, elle racontait, cette jeune Suédoise, que c'est très dur après, et même quand on est reconnu. C'est très dur parce que il faut constamment lutter contre son sexe, contre la biologie. C'est-à-dire que on se fait, par exemple, un vagin artificiel, on se reconstruit un vagin, et ce vagin qui reste ouvert, il faut si on n'a pas de rapport sexuel souvent, il faut se mettre un godemichet toute sa vie dans le vagin pour que la plaie ne se referme pas. Il faut constamment, elle était angoissée constamment par que des poils lui repoussent malgré les hormones, etc. Donc il y a là une lutte aussi, non seulement contre la société, mais il y a une lutte contre la biologie. Et il ne faut pas non plus, dans le sexe et le genre, bon, on a compris, etc. Mais il y a quand même une part de biologie qu'on n'arrive pas à s'émanciper complètement. Oui, alors, c'est une réflexion que je m'étais faite en lisant « Je suis ce monstre qui vous parle », qui est un livre de Paul Preciado, qui est tiré d'une conférence où Paul Preciado parle de sa propre transition.
Et il dit des choses intéressantes sur le fait qu'on a totalement tort de penser qu'une transition, c'est aller d'un point A à un point B. En fait, une transition, c'est entamer un mouvement. Et ce mouvement, c'est pas d'un point A à un point B. Justement, le terme de métamorphose du masculin et du féminin, pour le coup, est intéressant. C'est-à-dire, c'est une métamorphose continue. C'est un process, en fait. C'est quelque chose qui n'a pas forcément un point d'arrivée précis. Après, les parcours de transition sont documentés et je vous renvoie à un travail de sociologie absolument remarquable qui a eu le prix de la meilleure thèse en sciences sociales il y a quelques années en France, qui s'appelle Transfuge de sexe de Emmanuel Bobatti. Si certains veulent creuser ce point précis, vous allez avoir beaucoup d'éléments, y compris statistiques et quantitatifs, sur qu'est-ce qui se passe après l'opération, quels sont les parcours sociaux, familiaux, sexuels, qu'est-ce qui se passe après. Mais effectivement, je pense que cette idée qu'il y a un mouvement continu est intéressant, et de manière générale, ça m'offre un peu un point vers la conclusion générale. J'ai commencé en vous disant, mais on est peut-être parti avec une idée traditionnelle sur le masculin et le féminin, que le masculin et le féminin étaient des pôles opposés dans un dualisme, c'est-à-dire en rapport d'exclusion mutuelle. Ce qu'on est en train de comprendre, ou ce qu'on a, pour certains, bien intégré depuis quelques années, c'est que c'est plus complexe que ça. Il y a le sexe, la biologie, mais il y a le genre, les rôles sociaux. Les rôles sociaux et leur normativité influencent le discours de la médecine et de la biologie sur ce que c'est que le sexe. Donc les dimensions du sexe et du genre sont reliées. Et il y a la question aussi des orientations sexuelles. Donc il y a au moins 3 dimensions, ce qui fait que, en fait, j'ai l'impression que il y a les gens qui font des parcours de transition, mais que pour nous tous, la question du sexe, du genre ou de l'orientation sexuelle, c'est quelque chose d'assez mouvant. Vous voyez, c'est-à-dire que penser que c'est quelque chose de stable ou de donné une fois pour toute la vie, à mon avis, c'est ne pas se souvenir qu'on a par exemple été des enfants et qu'on a découvert à l'adolescence, à la puberté, qu'on avait un corps différent, que ce corps avait des désirs et que ces désirs nous entraînaient dans une voie qui n'était pas d'ailleurs forcément celle qu'on souhaitait, toujours. Et que donc, en fait, on se transforme nous-mêmes et on évolue avec notre corps. Et voilà. Et donc, ce serait une grande illusion que de penser qu'on pourrait quelque part, à un moment, s'asseoir sur une identité de genre ou une identité de sexe qui serait complètement stable. Nos sociétés sont incroyablement dynamiques, les films le montrent, et en 60 ans, on voit le parcours social qui a été effectué, mais nous sommes nous-mêmes pris dans des processus mouvants et dynamiques. Voilà, je vous remercie.